l'immobilier, c'est tellement vaste. Mais bon, je vais essayer déjà de commencer par par les caractéristiques. Comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'immobilier? Déjà que l'immobilier, comme j'ai dit, c'est vaste. Il y a le locatif, il y a le résidentiel, il y a les garages, il y a l'investissement immobilier que tu peux faire pour les maisons commerciales. Il y a donc, c'est assez vaste déjà l'immobilier, mais maintenant, après, il faut voir ce que tu veux faire exactement. Sur ma chaîne, je parle beaucoup de l'investissement immobilier locatif. C'est par ça que j'ai commencé personnellement. Mais au début, ce n'était pas ça que je voulais. Au début, je voulais acheter ma maison. Donc, au début, mon rêve, c'était de finir avec mes études, travailler et acheter ma maison tranquillement parce que quand j'étais allée chez mon oncle à Paris, arrivé une fois ici en Allemagne, donc là, j'étais encore au cours de langue. Et il avait donc une très belle maison avec un jardin, les enfants et tout le reste. Ça m'a vraiment flashé, quoi. Donc, ça m'a plu. Je me suis dit, bon, vivement, je finis avec mes études et puis j'achète ma maison. Les choses ne se passent pas toujours comme on a souhaité. Je veux dire, nous tous, nous sommes passés par là, les cours de langue, les études. Parfois, c'est un peu compliqué, la recherche de travail et tout le reste. Et quand je commence à chercher le bien immobilier résidentiel, je ne trouve pas, c'est difficile. Et finalement, je tombe même sur un projet qui m'a vraiment plu, où on était vraiment prêt à se lancer et je perds mon job. Et c'était donc justement où j'étais down, c'était la catastrophe. Je me dis, bon, comment je vais faire pour réaliser ça? Et finalement, c'est comme ça que je m'intéresse à l'investissement immobilier locatif. Donc, j'ai pu donc me remettre sur le marché, trouver un nouveau travail. Et puis, j'ai commencé à me documenter. Donc, j'ai peut-être lu le livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, les mauvaises dettes, les bonnes dettes, investir dans l'immobilier, un passif, un actif. Et finalement, je me dis, mais tiens, tu peux investir aussi sur le locatif. C'est même plus rentable, c'est plus bien. L'immobilier prend en valeur. Et c'est comme ça que je me lance donc sur le locatif. Je dois avouer que je n'avais pas beaucoup de connaissances à ce moment-là. Je veux dire, je n'avais presque pas de connaissances. Donc, du coup, ce qui a été important pour moi à ce moment-là, c'est qui a été le clic. Je crois que le mindset joue un rôle qui est très important. Si tu es, je forme par exemple des personnes aujourd'hui qui veulent investir. Si tu es quelqu'un, tu veux te former, mais tu vois peut-être, ou même tu es même dans la formation, mais tu as peur, tu n'as pas le bon mindset. Tu vois toujours, je sais pas moi, tu vois le danger un peu partout. Tu as peur de l'État allemand. Tu te dis, si un jour on saisit tes biens, si, bref, ça va te bloquer et tu ne pourras pas. Ah, te bloquer, tu ne pourras pas investir. Bon, j'ai perdu mon banane, c'est pas grave. Et bon, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout. Donc, quand j'ai vu mon premier bien immobilier, j'ai fait la visite. Naturellement, j'ai regardé quelques biens, j'ai regardé quelques paramètres, le financement et tout, comment ça se passe. Mais après, quand j'ai décidé de me lancer, je me suis lancée. Et le premier bien est toujours le plus dur à acheter, on peut dire ça comme ça. Et après le premier bien, quand tout se passe bien, le deuxième bien, ça va vite. Et je peux dire que j'étais sur une phase où le marché était très attrayant parce que actuellement, le marché immobilier est sur une phase assez, on va dire, compliquée parce que les taux d'intérêt sont en train de monter sur le marché. On est un peu sur une phase d'incertitude. On ne sait pas très bien où le marché, ça va aller. Mais du coup, à ce moment-là, c'était assez stable. C'est vrai qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient à plus de 2%. C'est pas comme si c'était plus de 2% déjà. Mais après, les taux d'intérêt ont commencé à diminuer. Mais quand j'ai fait la première acquisition, je me suis rendu compte que, mais tiens, le locataire me paye l'argent. Je rembourse ses dettes à la banque. Je regarde ma dette dans mon compte. Je vois comment ça diminue. Et tous les 3 du mois, je regarde si le locataire a payé l'argent et le locataire a payé l'argent. Je me dis, mais bon, ça marche, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que si je fais ça 2 fois, si je fais ça 3 fois, si je fais ça 4 fois, ça me ramène encore un peu plus d'argent, quoi. Bon, après, il faut dire que je n'avais pas un très, très gros salaire, je n'avais même pas un gros salaire du tout, mais j'avais vraiment cette ambition-là, j'avais ce courage-là, j'avais envie de le faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu multiplier ce type d'acquisition plusieurs fois. Après, il faut avoir un bon réseau, c'est clair. J'avais déjà un bon réseau avec le banquier, avec des personnes qui me coachaient, avec des personnes qui m'accompagnaient. J'ai souvent eu des difficultés. C'est pas comme si tout a été rose. J'ai déjà eu une locatrice où j'ai reçu l'aide d'un avocat et tout le reste. Parfois, ça se passe, c'est parfois un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Mais quand tu es bien accompagné et que tu as de bons conseils, tu as de bonnes astuces, tu finis par t'en sortir, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me construire un patrimoine vraiment assez important
Et je me suis dit, là, c'était, quand j'ai lancé ma chaîne, c'était en 2020, pendant la COVID. C'est vrai que c'est une période où tout le monde lançait le business en ligne, vu que personne ne sortait plus. Mais moi, c'était beaucoup plus parce que j'étais en congé de maternité et que j'étais à la maison et que je suis quelqu'un qui aime faire quelque chose. Bon, d'apparence, on peut dire que je suis un peu calme, mais je suis quelqu'un, je n'aime pas m'ennuyer, j'aime toujours être en train de faire quelque chose, quoi. Donc, quand je lance la chaîne YouTube, je n'avais même pas vraiment un plan concret derrière. Je n'avais pas une ambition quelconque, quoi. Donc, je me suis juste dit, bon, si je peux partager avec des personnes, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine, je connais les bienfaits. Pourquoi ne pas partager avec la communauté? Donc, c'est comme ça que je lance la chaîne et voilà quoi. Donc, après, il y a des personnes justement derrière, après le lancement de la chaîne, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, waouh, c'est bien ce que tu fais, c'est dynamique, je veux bien, je veux me lancer. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que, mais tiens, c'est un marché en fait. C'est un marché en soi, c'est un marché où il y a du potentiel. Et c'est en 2021, finalement, l'année passée, donc je veux dire en 2020, quand je lance la chaîne, en fin d'année, j'ai un carnet d'adresses assez important. Et du coup, en 2021, je décide comme ça d'enregistrer la structure et tout le reste, quoi. Donc, et c'est comme ça que je me lance à fond. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui est sorti la semaine passée, oui, et qui est aussi disponible sur, bon, je ne sais pas si vous connaissez les éditions Agent Livre. Et là, vous trouvez le livre que j'ai écrit et publié cette année. C'est un peu comme mon deuxième chef-d'œuvre de cette année, après la formation en ligne que j'ai lancée en janvier. Donc, voilà, je suis relativement fière de ces exploits et tout doucement, ça avance. Donc, pour les personnes qui sont là, pour les personnes qui m'écoutent, je ne sais pas exactement ce qui vous intéresse dans le domaine de l'immobilier. Je ne sais pas si, bon, en général ou alors en Allemagne, je sais que c'est assez, je veux dire, il y a des personnes peut-être qui ne sont pas forcément de l'Allemagne qui écoutent. Je pense qu'il y a des différences, même si on est tous dans l'Union européenne. En général, je dis aux personnes qui veulent investir en Allemagne de se former en Allemagne parce que c'est vrai que la pierre, voilà, les principes de base sont les mêmes, mais après, il y a toujours des petits détails dont il faut tenir compte, quoi. Donc, si vous pouvez un peu me dire dans quel sens je dois aller, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement, ce serait un peu plus facile, quoi. Mm. Alors, merci déjà, Madeleine, pour ce témoignage. Je pense que ça a certainement suscité des questions. Alors, on va aller regarder dans le chat. Vous avez entendu le parcours, hein? C'est pas un parcours, c'est pas comme si elle est née avec l'ambition, hein, je vais devenir responsable immobilier, expert dans l'immobilier. Donc, elle n'est pas vraiment, elle a un parcours assez atypique, donc elle n'a rien. Moi, j'ai fait mon master en économie et puis quand je faisais économie, bon, j'étais déjà intéressée par le marché en général, c'est vrai. Mais ce que je croyais que j'allais faire, c'était la bourse, en fait. C'était l'investissement en bourse. Et je dois avouer que je n'ai jamais pu jusqu'aujourd'hui investir en bourse à cause de la volatilité. Donc, quand je regarde l'immobilier, je regarde la bourse et puis je me dis, bon, au moins l'immobilier, c'est tangible, c'est solide. La bourse, je vois la volatilité et j'ai un peu peur, quoi. C'est vrai que j'ai reçu des personnes aussi qui sont experts ou alors qui sont dans le domaine de la bourse, qui disent aussi que la rentabilité peut même être mieux en bourse qu'en immobilier quand tu y prends bien ou alors quand tu prends une action qui est diversifiée comme les ETF ou les DAX. Mais c'est quelque chose que je dois avouer, je n'ai pas vraiment eu le courage de faire jusqu'à présent. Mais l'économie en général, la macroéconomie, ça m'a toujours intéressé de savoir comment ça fonctionne, les taux d'intérêt, le marché et tout le reste, ça m'a toujours intéressé. Je pense que ça a un peu facilité mon intégration dans ce domaine-là parce que les foires, tout ce qui avait conférence économique, j'étais quand même assez présente, quoi. Bon, je sais que beaucoup de la communauté vont étudier électrotechnique, vont être médecins. Maintenant, quand on parle d'économie, et surtout quand on parle à une autre langue, et puis c'est souvent peut-être un peu difficile. Et je crois qu'à ce niveau-là, peut-être ça a un peu facilité pour moi. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai une question, hein, attendant Oui. les plus timides prennent la main. Alors, tu n'as pas eu peur parce que moi, je me dis souvent, quand on voit les annonces de vente de maisons, 100 000 euros, 120 000 euros, enfin,
c'est quand même des montants assez considérables. Tu n'as pas eu peur de te lancer toute seule comme ça, que peut-être après, tu perds ton travail, tu sois plus à même de payer les mensualités. Avec, comment tu t'es sentie lorsque tu t'es présentée chez ton notaire pour ta première acquisition, en fait? Oui, ça, c'est une très bonne question parce que c'est une erreur que j'ai faite. J'avoue que j'ai traîné avant d'acheter mon premier bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'au départ, je me suis dit, je vais acheter un bien immobilier de maxi 50 000 euros. Parce que bon, 50 000 euros, si jamais, je ne sais pas, il y a un problème, je pense que je peux quand même avoir économisé 20 000 euros et puis 30 000 euros. Bon, peut-être on peut me mettre en prison à cause de 30 000 euros, quoi. Donc, du coup, il y a toujours cette réflexion-là. Ou peut-être quand tu vois un bien de 150 000 euros, tu fais la multiplication rapide, tu vois que tu 100 millions de francs CFA. Tu te dis, mais est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas acheter ce bien immobilier-là? Mon premier bien immobilier, je l'ai acheté à 135 000 euros. Et quand je suis sortie de chez le notaire, j'étais tellement contente d'avoir fait cette acquisition-là. Je pense que c'était beaucoup plus parce que je me sentais, j'avais visité le bien, pour moi c'était vraiment top, j'ai discuté avec les propriétaires, j'étais vraiment satisfaite. Mais je pense que c'était aussi ce pas-là, pour moi c'était ce pas, bon je suis quelqu'un, on va dire, je n'ai jamais vraiment eu peur de l'inconnu, donc du coup ça m'a pas trop gênée, avec cette peur-là qui était là au début. Ça, c'est clair. Que vraiment, les 150 000, si je n'arrive pas à rembourser, je fais comment? Les 135 000, si je n'arrive pas à rembourser, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand j'ai compris le concept vraiment, que tu reçois le loyer, tu payes la maison, ta dette diminue. Le premier bien immobilier, c'est pour ça que je dis la première acquisition, c'est toujours vraiment l'acquisition la plus difficile. Et j'avais aussi compris la technique de l'emplacement. Et quand je faisais la visite, le gars m'avait déjà demandé, j'espère que tu vas me faire sortir de l'appartement. Je suis même prêt à payer plus. Du coup, j'ai fait un bang. S'il est prêt à payer plus, ça veut dire que, voilà, forcément, je ne vais pas trop avoir des difficultés à payer les traites, quoi. Et c'était une maison située, bon, quand je sors de l'autoroute, je ne suis vraiment, j'étais à 15 minutes, je suis sur l'immeuble, quoi. Donc, du coup, c'était vraiment très bien placé. Et après la première acquisition, forcément, quand ça se passe bien, ça continue crescendo. Je n'ai pas eu j'ai souvent entendu que les personnes tremblent quand ils signent chez le notaire, ou bien que le bic tombe, ou bien qu'ils transpirent au lazo. Mais je n'ai vraiment jamais eu ça. Et après, même plus tard, je me suis même souvent dit, mais en fait, je suis en train de chercher une banque qui peut me donner même 2 millions, je ne trouve pas. Si je trouve, je prends, quoi. Bon, après, j'ai étudié en 2008, c'était la période où il y a la crise aux États-Unis. Et mon professeur d'économie aimait souvent bien se moquer des Américains et en disant que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver en Allemagne. Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre que l'Allemagne aussi, c'est un pays où ils aiment toujours croire que voilà, ils font tout bien, ça c'est clair, il faut aussi le dire. Mais elle aimait toujours dire, on a un système bancaire qui est tellement solide ici en Allemagne que quand tu vas acheter un bien immobilier, la banque regarde, la banque vérifie, la banque se rassure quand même que non seulement tu as une bonne crédibilité pour ça, mais que le bien immobilier, si on le remet sur le marché, il a au moins 80%, 90% de la valeur à laquelle tu as acheté. Donc, avec ça, je pense que ça me rassurait aussi. Bon, c'est vrai qu'elle elle disait toujours ça, que oui, les Américains, ils ont donné l'argent aux gens sans vérifier. On a par exemple ce qu'on appelle le rating agentur ici, dont on peut classifier. Bref, nous sommes tous classifiés selon notre crédibilité. Les biens immobiliers sont classifiés aussi A+, A++, 2, A, 3, A oder so. Et là, je crois que ça m'avait aussi un peu rassurée, donc du côté de la banque, que non, non, là, je sais que si je prends un truc et que la banque valide, c'est que c'est bon, quoi. Wow, interesting. Alors, dis-nous un peu, je vais enchaîner sur la question parce il y a Myriam qui a posé une question. Qu'est-ce qui est important pour la banque? En fait, à quoi est-ce que la banque fait attention lorsqu'on veut acquérir un premier bien? Exactement. Donc, la banque fait généralement, parce que la banque va te demander ton dossier à toi et le dossier de la maison. Donc, la banque regarde les deux. Bon, pour toi, la personne privée qui achète le bien immobilier, il faut que tu sois en CDI. Il faut que tu aies passé ta période d'essai. Il faut que tu aies soit un contrat à durée indéterminée
Il faut que tu aies soit la nationalité allemande ou alors le Unbefristet, dans le séjour illimité ici en Allemagne. Et il faut aussi naturellement que ta crédibilité soit bonne, quoi. Donc, il faut que quand on regarde sur ta chauffeur, que tu sois quelqu'un de bonne moralité. Ça, c'est déjà d'un côté la vérification de toi en tant que personne. Parce que quand tu as un CDI, contrat à durée indéterminée, en général, on sait que si tu perds le travail, tu peux trouver un autre travail. Donc, et moi aussi, j'ai souvent beaucoup changé de boulot, mais je n'ai vraiment jamais eu peur de ne pas trouver de travail du tout. Parce que, bon, je pense que l'Allemagne aussi, c'est un pays où les académiciens, je pense que trouvent quand même leur compte. En général, tu peux changer de travail pour améliorer ton salaire, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, en général, tu trouves quand même le travail. Et de l'autre côté, la banque va justement regarder aussi le bien immobilier. C'est quoi le titre foncier, l'année de construction, quels sont les travaux à faire, est-ce qu'on vient de... Bref, la banque va te demander tout ce dossier-là, quoi, les 3 derniers protocoles de la maison, parce que si quelque part, si demain tu fuis, il faut que la maison, si on la remet sur le marché, que la banque puisse récupérer son argent. Donc, la banque fait donc le test. Il y a parfois les maisons où la banque dit que non, c'est trop cher. Tu ne peux pas financer à ce prix, il faut un prix qui est plus bas. Je vois trop de spéculation là-dessus. Donc, naturellement, la banque ne finance pas, quoi. Donc, la banque fait déjà quand même son calcul des deux côtés avant de faire le financement. Donc, ça, ce sont les points vraiment qui sont importants. Et pour les personnes que j'ai, par exemple, qui se forment, je demande toujours d'économiser un peu. Voilà, économiser de l'argent qu'on peut utiliser comme apport. C'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin de l'apport pour faire le financement, mais c'est toujours bien d'avoir une petite réserve, quoi. Mhm. Et quand tu dis petite réserve, ça peut être quoi comme montant, peut-être par rapport au bien qu'on va acquérir? Est-ce qu'il y a une base, est-ce qu'il y a une assiette? Oui, en général, on dit 10%, mais 10%, ça peut rapidement être élevé si peut-être tu vas acheter un bien de 200 000. Donc, du coup, si 10%, c'est compliqué, tu peux aller sur 5%, quoi. Mhm. Bon, ça, c'est quand tu vas acheter le résidentiel. Maintenant, quand tu vas acheter le locatif, on conseille d'avoir 3 mois de loyer du locataire. Donc, du genre, si le locataire ne paye pas, que tu puisses quand même pouvoir utiliser cet argent-là pour couvrir tes traites à la banque en essayant de résoudre le problème du locataire. Faudrait pas qu'on sorte d'ici avec des questions. On a affaire à quelqu'un qui se connaît dans le domaine, donc profitons au maximum. Donc, posons-lui toutes nos questions pour qu'elle puisse nous vider tout ce qu'on a besoin ici avant de partir. Alors, moi, j'ai souvent entendu certains dire qu'il est possible d'acheter un bien 100% financé, c'est-à-dire que je n'apporte rien. Est-ce que tu crois à ça ou bien c'est possible? Quand, quand tu dis que tu n'apportes rien, ça veut dire 110%. Ah, Quand tu dis que tu n'apportes vraiment rien, non, ça veut dire même pas les frais supplémentaires, quoi. mhm. Oui, c'est possible de faire. Bon, actuellement, avec le marché, ça va être difficile, mais il y a quelques années, c'était possible, oui. Alors, dans ce cas, il faudrait faire quoi? Peut-être bénéficier de cette offre 110%. Il faut quoi comme... En général, ce sont les vendeurs, hein. Ça se négocie entre l'acheteur et le vendeur. Et généralement, quand tu es dans un réseau où le vendeur, il y a des vendeurs qui acceptent de le faire, il y a des vendeurs qui n'acceptent pas de le faire. Donc, du coup, il y a comme par exemple les biens immobiliers que je propose dans mon réseau, il y a des biens où on fait un financement à 110%, c'est possible. Il y a des biens où ce n'est pas possible. Donc, ça dépend du vendeur vraiment, c'est au cas par cas. Et ça dépend aussi vraiment de la banque. Donc, c'est pas que toi, tu vas faire quelque chose pour ça, quoi. Donc, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Ah, d'accord. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un bien et je me dis, OK, je vais chercher une banque qui va pouvoir me financer ça complètement. Donc, il faut que ce soit un bien qui déjà d'avance est ouvert au financement, du moins au 0% d'apport personnel, c'est ça? Exactement, oui. Ah, d'accord. OK. OK. Je vois. On va faire différemment. Si quelqu'un a une question, tu peux juste lever la main, on va ouvrir ton micro, ou bien tu pourras ouvrir ton micro tout seul et poser ta question en live à Madèle, afin que ce ne soit pas compliqué pour elle de chercher à lire. Non, Si... non, je peux prendre les questions, hein. Je crois que c'est assez facile. Il y a Myriam qui a écrit là, c'est superbe pour le locatif. OK. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne dans ton réseau? Bon, comme j'ai dit, hein, je suis en contact avec parce que je suis aussi agent immobilier, donc je suis en contact avec des personnes qui ont des biens immobiliers.
que je peux présenter aux personnes qui sont intéressées et avec les conditions. Comme j'ai dit, parfois c'est 100%, parfois c'est 110%, parfois c'est 80%. Et Mhm. puis, si ça te convient, tant mieux. Si ça ne te convient pas, bref, ayant compris tes caractéristiques, je peux mieux savoir quoi chercher pour toi, quoi. Et c'est Mhm. pour ça que je propose aussi toujours un coaching gratuit, une première séance de coaching gratuite parce que avec ça, je peux déjà savoir ce que tu veux et savoir comment je peux t'aider ou alors si je peux t'aider ou pas. Donc, c'est aussi ça. Il y a Christiane qui a écrit, est-ce qu'on peut te contacter pour un achat? Mais je crois qu'elle a levé la main aussi. Peut-être tu peux la laisser parler comme ça parce que souvent c'est facile quand on parle directement. Voilà. Oui, Ah, Christiane. ok, bonsoir, monsieur. Mhm. Oui, Bonsoir. bonsoir. Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard. Bon, j'entre dans le bain, hein. Je vois, on est en train de parler d'achat de maison. Ça fait peut-être deux, trois années que j'ai essayé, même à la banque, de le faire. Ça n'a pas été possible. Donc, comme je disais, je ne sais pas si je peux avoir un, parce que Effectivement. oui, je cherche même à déménager, je cherche à trouver une autre maison plus grande et c'est toujours difficile. Je ne sais pas s'il y a aussi cette possibilité-là. Si vous êtes en contact même déjà pour un départ, si par exemple l'achat ne fonctionne pas, peut-être louer. Effectivement. Donc, comme je disais tout à l'heure, je propose déjà la première séance de consultation. Elle est gratuite. Donc, là, je sais pas, attends, je sais pas si ma chaîne, c'est immobilier en Allemagne. Donc, si tu vas sur la chaîne, tu vas directement prendre ton slot, quoi. J'ai mon calendrier là, dans les sur la description de la chaîne et puis tu prends rendez-vous sans problème. Ok, merci beaucoup. De rien. Sinon, je peux aussi mettre ton numéro dans le chat. Voilà, donc c'est ça. Là, j'ai le numéro de téléphone est là, l'adresse email est là. Et puis, tu me contactes. Et puis, comme tu dis, la première consultation est gratuite. Et puis, bon, on en parle, quoi. Est-ce qu'on voit l'écran de Madel? Bon, moi, je vois le flyer. OK. Je voulais dire en fait ton visuel avec tes contacts. Est-ce que tout le monde a la visibilité dessus? OK, très bien. OK. Ça va, Christiane, tu es satisfaite? Elle dit merci. Oui, de toute façon, je vais poser plus de questions après. Parce que là, il faut bien qu'elle sache aussi les possibilités que j'ai par rapport au type de maison que je vais avoir. Donc, Exactement. je crois que c'est ça un peu la consultation, comme on dit. Donc, bon, on verra ce qui va se passer après. Et là, tu es Mais dans bon, quelle ville? je suis à Essen. Ah, dans le SN. Oui. Dans le NRV, OK. Non, on va regarder. Je crois que j'ai quelques accompagnements même là-bas. Je crois que c'est le Bundesland où les choses marchent quand même assez bien ici. Ça me surprend que ça soit compliqué, mais bon, on va regarder dans le dossier en détail où ça coince. On OK. reste positive, hein, Christiane, on reste positive. Hein? Effectivement, parce que voilà, je sais que dans le... Quand c'est le temps, ça sera le temps de Dieu, ça se fera. Donc, Effectivement. Très bien. Merci, Christiane, pour ta question. Il y avait une autre main levée. Estelle voulait parler. Je ne sais pas si tu es là. Tu peux démuter ton micro. Oui, bonjour, bonsoir à toutes. Merci déjà pour ce Bonsoir. thème qui est très intéressant. C'est un thème qui m'intéresse aussi. J'aimerais savoir si, par exemple, j'achète une maison, supposons un appartement, ça comment, Fatima Vaughan, hein, un appartement à 2 chambres et tout. Et je me décide, je trouve une autre proposition plus alléchante. Disons, je me décide de prendre une maison plus grande. Comment est-ce que ça va se passer? Puisque je vis déjà dans la maison actuelle, est-ce que je peux tout simplement mettre la maison en location et aller vivre dans l'autre nouvelle maison? Est-ce que c'est possible? OK. Donc là, tu as acheté la maison, tu vas être ma non?
Non, pas encore. Mais en fait, je suis en train d'hésiter parce que je me demande quel est l'enjeu. Parce que je ne suis pas très sûre de rester dans la même ville. C'est pendant que je change de ville, tu vois. Je suis dans le SN aussi, enfin, dans le NEVA SN. Je me dis, OK, si j'achète une maison à SN et demain, par exemple, je change de boulot, tu vois, je vais dans une autre ville. Est-ce que ça sera possible de mettre cette maison en location Ok, pour, j'ai compris. voilà. Ouais. Ouais, j'ai compris la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement un des paramètres qu'il faut toujours prendre en considération quand tu vas acheter ta maison. Je conseille toujours de commencer par le locatif parce qu'effectivement, quand tu es sur le locatif, tu as cette flexibilité-là. Tu as la flexibilité. Donc, quand tu commences par le locatif, ça veut dire que tu achètes, tu mets en location et tu termines par le résidentiel. C'est ce que j'ai aussi fait. Donc, quand tu achètes de locatif, tu as la possibilité de voyager, changer de boulot, faire tout ce que tu veux sans problème. Bon, maintenant, il y a des personnes aussi qui veulent à tout prix commencer par le résidentiel, peut-être parce que, je sais pas, ils ont déjà une famille ou bien ils sont plus à l'aise dans le résidentiel. Ce que tu dois faire en ce moment-là, c'est de peut-être de prendre un truc résidentiel, mais que tu peux louer facilement. Bon, une grande maison de 1000 mètres carrés avec la piscine, avec des trucs tu n'as pas besoin parce que c'est quelque chose qui va être difficile à louer après. C'est bien de prendre un truc que tu vas peut-être pouvoir louer à 800 € maxi parce que c'est un montant que tout le monde ou alors que la personne moyenne peut payer. Et c'est ce que tu veux. Tu veux louer un appartement à un prix où beaucoup de personnes peuvent payer. Tu n'as pas envie Exactement. d'avoir une maison que quand tu vas sortir, il va falloir que tu loues à 1 500 € à 2 000 € parce que là, il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas payer. Tu vois un peu. Ouais, OK. Merci bien. Donc, si c'est pour toi seul, tu prends un petit truc, Canaan ou 2 chambres, comme tu disais, tu aménages là-bas. Et puis, le jour que tu pars, tu mets en location sans problème, quoi. C'est pas compliqué. Ou alors, En fait, je pose la question parce que je ne sais pas si l'information est vraie, mais quand je me suis renseignée, on m'a dit quand tu achètes une maison, tu dois vivre minimum 3 ans avant de la mettre en location. non, quand tu achètes une maison, tu dois vivre minimum 3 ans pour la vendre frais. Mais tu OK. peux sortir de ta maison pour la mettre en location. Ah, d'accord. OK. Ah, c'est bien. Tu peux traduire, s'il te plaît, tu as utilisé un terme là. Tu as dit quand tu veux sortir bien avant les 3 ans, qu'est-ce qu'il faut exactement? Si par exemple, parce que ce qu'elle peut aussi faire, c'est qu'elle achète la maison, elle habite dedans pendant 3 ans, elle vend et elle ne paye pas les impôts sur le revenu. Et c'est ça que j'ai dit, je te ferai. Et vu avec la croissance donc, du prix du bien immobilier, en 3 ans, tu peux te faire une plus-value assez importante. Donc, pour l'État donc plafonner ça à 3 ans minimum, pour que les gens n'achètent pas aujourd'hui, ils déménagent demain. Il achète aujourd'hui, il vend, il encaisse l'argent, il déménage, il peut encore acheter là-bas, il vend et tout. Donc, l'État dit qu'OK, il faut quand même vivre minimum 3 ans dedans avant de vendre, quoi. Et au cas où je veux donc vendre avant les 3 ans, je dois rembourser. Tu vas payer les impôts. Si ton imposition fiscale, c'est 30%, c'est 40%, c'est 50%, tu vas payer les 30% sur ton bénéfice, quoi. Immédiatement, ou il me donne quand même la possibilité de faire des traites, des mensualités? Immédiatement, non. Quand tu as le UMSAT, tu payes là-dessus, non. Bon, un peu comme ton salaire. Quand tu reçois ton salaire, tu coupes. Il y a une partie qu'on coupe, non. D'accord. Donc, tu vas faire la vente. Après, quand tu as fait ta déclaration d'impôt, tu auras eu un bénéfice. Tu auras eu un bénéfice supplémentaire et tu vas payer les impôts sur ce bénéfice supplémentaire là, quoi. D'accord. Il y a un qui est représenté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main, hein. Vous pouvez prendre la parole comme Estelle. Il faut juste lever la main qu'on sache qui veut prendre la parole. Ça va aller plus douce. Mesdames, saisissons les opportunités. Il ne faut pas encore aller après et dire que voilà, je ne savais pas, je me suis mis dans un crédit compliqué. Donc, prenons l'avantage qu'elle est là. Elle est là. Donc, excusez-moi, je peux poser une question? Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Oui, c'est Christiane. Est-ce que
il est conseillé d'acheter la maison en ce moment? Avec les taux d'intérêt qui augmentent, c'est ça. Et, mhm, C'est vrai que pour dire la vérité, on sort d'une phase quand même de luxe. Quand je regarde les investissements que j'ai faits par le passé et que je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je suis vraiment deux choses différentes. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas encore investi sur le bien immobilier, c'est encore le moment d'investir. Il y a deux choses quand même qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut avoir quand même un petit apport ou alors une petite réserve. mhm. Et la réserve peut être combien? Comme je dis, peut-être 5%, hein, si tu peux, 5% du prix d'achat. Et puis, voilà, quoi. Parce que ce que je suis en train de penser, c'est que là, les prix, on est sur un taux d'intérêt de 3,5% en Mhm. moyenne. Normalement, le taux d'intérêt normal qui est soutenable pour l'économie, c'est 3% pour l'investissement immobilier. Bon, Christine Lagarde a dit qu'elle va encore augmenter les taux d'intérêt, donc on va peut-être être à 4% bientôt, 4,5%. Et les prix vont certainement stagner actuellement. Donc, dans le SN, j'ai l'impression que les prix diminuent un peu parce que je suis aussi en contact avec quelques marques là-bas, quelques vendeurs aussi, parce que comme je dis, j'accompagne quelques personnes là-bas pour acheter et qui m'ont signalé aujourd'hui qu'ils avaient réduit le prix en fait. Donc, ce qui fait que avec cette stagnation-là ou cette réduction-là, c'est encore le moment de se lancer. Donc, après cette phase, je pense que les prix vont encore flamber, quoi. OK. J'ai pris rendez-vous déjà, hein? Ah, super. Oh, Oui, j'aime ça, j'aime les violents comme ça. Oh. J'ai dit que ça allait vite. Vous allez très bien, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé ici là, face caméra. Alors, là, on sort légèrement la tête de l'eau parce que... Alors, tu veux bien, Ludovic, couper ton micro, s'il te plaît? Ça perturbe un peu la fluidité. Merci. Alors, ceux qui ouvrent leur micro, c'est vraiment parce qu'ils ont une question, hein. Donc, si tu as une question, tu lèves ta main et puis on sait que tu vas ouvrir ton micro. Ça nous permet de garder un peu le flow. Alors, qui d'autre a une question? J'ai une question. J'ai encore une question. Oui. Elle a parlé tout à l'heure. Comment tu t'appelles encore? Je parle de la Madeleine. côte. Adèle, OK. Tu as dit tout à l'heure que pour le moment, les prix stagnent encore, enfin, dans le SN. Tu penses que tu juges en fait la période sur... Tu peux juger la période sur laquelle, voilà, ça sera encore bon prix, on va dire comme ça. Tu sais pas si tu peux voir dans le futur. Enfin, tu peux... Ouais. Non, je pense que le NRV, parce que justement, quand Christiane a dit qu'elle est dans le NRV, je me suis dit c'est quand même un état où les prix du bien immobilier ne sont pas très élevés, en fait. Et donc, je veux dire, comparé à l'état de Berlin ou bien comparé à l'état du SN ou du Baden-Württemberg, le NRV a quand même les prix qui sont assez, on va dire, abordables encore. Et je pense quand même que la stagnation sur les prix va être générale. Ça ne va pas seulement être dans le NRV, ça va être partout parce qu'avec les taux d'intérêt qui augmentent, c'est difficile. C'est difficile de maintenir la hausse des prix qu'il y avait jusqu'à présent, quoi. Donc, du coup, je pense que ça va peut-être aller je pronostique peut-être 1 an, hein, jusqu'à l'année prochaine. Le temps que les taux d'intérêt se restabilisent vraiment peut-être à 3%, parce que là, ça va augmenter. Là, on est à 4%. Ce qui est sûr, c'est que là, peut-être en fin d'année, on pourra être à 4,5, mais l'année prochaine, quand on va revenir à 3, et quand ça va se restabiliser vraiment à 3, c'est là où les prix vont recommencer encore à flamber. Et d'après toi, tu penses que c'est donc mieux d'acheter maintenant ou d'attendre l'année prochaine quand ça sera à 3? Enfin, quand ça, pas forcément l'année prochaine, mais je vais dire attendre quand ça sera à 3, les taux d'intérêt. Quand ça va descendre à 3, les vendeurs vont directement augmenter leur prix. Parce qu'effectivement, les deux vont un peu ensemble. Donc là, maintenant, les personnes acceptent de négocier leur prix. Alors, l'astuce de négociation actuellement, qui est beaucoup utilisée même par les personnes que j'accompagne, c'est de dire que, bon, voilà, la banque m'a donné un taux d'intérêt de 3,9.
voilà les Mhm. mensualités que je dois payer. Toi, me fais le calcul, tu vois que je ne m'en sors pas, tu vois. Et là, le Mhm. vendeur dit, OK, dans ce cas, je peux te concéder un rabais de, je ne sais pas moi, 5%, 10%. Le prix est quand même négociable. Mais avant, quand les taux d'intérêt, c'était 1%, 1,5%. Tu n'avais même pas moyen de négocier. Donc, c'était genre, tu faisais la visite, le vendeur était assis en coin là-bas. Vous étiez à 15 Mhm. ou à 20, il vous dit, entrez, regardez. Quand tu viens lui poser les questions, il bat même ton nom sur la liste, il dit Ah comment. ouais, ouais, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu sens quand même que les vendeurs sentent que c'est chaud. Il y a plus trop de personnes ne peuvent plus acheter. Donc, du coup, quand il y a une personne qui peut acheter, donc il y a la crédibilité pour pouvoir acheter, ils prennent quand même la peine de dire, OK, je peux quand même te faire un rabais de 5% si tu es vraiment intéressé ou de 10%, quoi. D'accord, merci. Et une autre question, s'il te plaît. Et si, par exemple, euh, tu as déjà pris un crédit ailleurs, tu vois, tu as Un déjà crédit pris de consommation. un crédit de consommation, exactement, disons, qui s'étale sur 5 ans, je crois, c'est 5 ans maximum, je ne sais pas trop. Disons un crédit de, disons, 15 000 euros. Est-ce que c'est possible, malgré ça, que la banque t'accorde un crédit pour la maison? Maintenant, ça va dépendre de ta balance financière. Bon, ce n'est pas conseillé de prendre les crédits de consommation. Bref, il faut éviter les crédits de consommation au maximum. Si tu as un bon salaire, 15 000, c'est encore fait grave bas, mais à plus de 20 000, 30 000, ça devient compliqué. OK. Parce qu'effectivement, la banque regarde quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties. Bon, en général, si tu as un Mhm. salaire d'entrée, les personnes à la base ont souvent un salaire de 2 700, 3 000 euros. On va enlever la maison, on va enlever la nutrition, on va enlever encore ton crédit de consommation, ton transport. Et si tu as les enfants, il faut quand même qu'à la fin, on ait un montant conséquent qui peut payer les traites à la banque, quoi. Donc, c'est en fonction Mhm. de ça que la banque décide. OK, d'accord. Super. Merci, Madel, pour cette... Attention, il y a le micro qui a été désactivé pour tout le monde. Alors, je disais merci pour cette brillante exposé. C'est vrai que lorsqu'on t'entend parler, on veut tout de suite se lancer et dire que vraiment, l'immobilier, il faut vraiment essayer, il faut le faire, quoi. Je vais te demander, est-ce que tu conseilles de se lancer en tant que personne seule ou alors en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il faut juste commencer comme un individu? Ou alors, lorsqu'on veut se lancer, c'est mieux de partir directement déjà sur la base d'une entreprise. Attention, Ton le micro, micro s'il n'est pas te ouvert, plaît. Michel. Oui, je conseille toujours de commencer en tant qu'individu d'abord, parce qu'en tant qu'individu, tu vas d'abord comprendre déjà, on va dire, le système. Parce que c'est vrai que comme tu as dit, quand je parle là, j'ai aussi souvent l'impression quand les personnes me contactent qu'ils pensent que c'est trop, trop facile. Non, c'est pas trop, trop facile comme ça. Mais comme je dis, après la première acquisition, la deuxième acquisition, tu prends la main et tu comprends comment ça se passe. Maintenant, la structure, en tant qu'entrepreneur, va te demander un certain know-how, de l'argent. Bon, la structure en tant qu'entrepreneur, c'est déjà la GmbH, donc c'est déjà une société à responsabilité limitée qui va te coûter 12 500 euros, 25 000 euros. Bon, c'est vrai que c'est le capital. C'est déjà beaucoup d'argent, en fait, pour pouvoir commencer. Et pour pouvoir profiter, parce que la structure, naturellement, c'est parce que tu veux profiter, tu veux faire du gain facilement, tu peux payer beaucoup d'impôts. Dans la structure, c'est clair, tu peux optimiser tout ça. En tant que personne privée, tu vas éventuellement payer plus d'impôts, mais tu vas déjà prendre la main, tu vas déjà entrer dans le système. Tu vas voir si ça te correspond, si c'est quelque chose que tu veux, parce que ça peut arriver que ce n'est pas vraiment un truc qui est pour toi. Je dis toujours, je dis aussi sur ma chaîne, on ne va pas tous être investisseurs immobiliers. Il y a certaines personnes qui vont dire que non, c'est pas pour moi. Donc, du coup, en achetant ton premier bien, tu testes déjà si c'est pour toi ou pas. Si tu sens que c'est pour toi, OK, tu peux aller sur un prochain bien immeuble de rapport, je ne sais pas moi trop quoi, en prenant maintenant une structure GmbH que tu mets sur pied et que tu structures bien. Maintenant, si tu dis entrepreneur, genre peut-être tu as une société. Si tu as une société juste, c'est très compliqué d'investir parce que là, il faut que tu aies déjà tes 3 premiers bilans. Ce qu'on appelle généralement BVA, BVA, betriebswirtschaftliche Auswertung, qui doivent être positifs. Donc, il faut que tes 3 premières années, que tu aies fait un bon chiffre d'affaires, que tu aies un Umsatz qui est positif. Et ce n'est qu'en ce moment-là que la banque peut éventuellement te financer. Donc, en tant que salarié, je dis qu'il faut profiter pour investir parce que la banque finance plus facilement les salariés.
Et puis après, quand tu es entrepreneur, donc quand tu as ton propre compte, tu peux donc mettre une structure sur pied, éventuellement remettre les biens immobiliers que tu as achetés à l'intérieur et gérer comme une holding, quoi. Ça, en ce moment-là, c'est possible. Donc ça, c'est le parcours que moi, je trouve normal, quoi. Merci. Merci pour la question, Myriam. Ça m'intéresse bien, hein, ce que tu viens d'expliquer là. Du coup, quand le salarié veut passer en entrepreneuriat, est-ce qu'il peut ramener ses biens et les faire passer du moins, les faire passer comme étant les biens de l'entreprise? Est-ce que c'est possible cette transition-là pour les biens d'un salarié qui devient entrepreneur? Ouais. Ça dépend de la structure de l'entreprise parce que ce qu'on appelle GmbH, donc une société à responsabilité limitée, c'est une entité à part entière. Donc, c'est une entité en elle-même. Donc, en général, ce que tu achètes en tant que société reste dans la société. Tu ne peux pas la mouvoir à une personne privée. Si tu dois payer l'impôt là-dessus quoi, pour faire cette transition. Parce que vous êtes comme deux personnes en fait. Donc, tu donnes à l'autre quoi. Maintenant, si maintenant la structure entrepreneuriale que tu as créée est liée à toi directement, donc c'est ce qu'on appelle les Personengesellschaft. Donc, c'est pas une entité différente comme GmbH et tout. En ce moment-là, la transition est plus facile. En fait, je pensais au scénario où le salarié devient entrepreneur et qu'il possède déjà des biens. Est-ce qu'il peut ramener ces biens et les identifier comme étant des propriétés de la société qu'il a créée? Oui, il peut les ramener. Ah, d'accord. Il peut les ramener, ça c'est clair. Maintenant, c'est juste que sur un côté, ça va lui coûter de l'argent et sur l'autre côté, ça ne va pas coûter de l'argent. D'accord. Parce que en tant que société, si c'est une GmbH, comme je dis, la société, c'est une entité à part entière. Pour que tu ramènes ton bien privé dans la société, soit tu vas vendre, soit tu vas faire un don, bref, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et ce quelque chose-là va passer par chez le notaire. Et quand ça passe par chez le notaire, ça veut dire qu'il y a une facture quelque part. D'accord, merci beaucoup. Noté. Alors, les questions, le temps de Madel va bientôt s'écouler. Les questions, on a le premier passage de Madel qui va bientôt tirer à sa fin. Donc, c'est le moment, si vous avez des questions relatives à l'investissement immobilier, comment investir en Allemagne, si vous avez des préoccupations, profitez. Il y a encore quelques minutes, donc allez-y, allez-y. On donne la parole. Ceux qui ont des questions sur YouTube, vous pouvez basculer sur Zoom. On vous donnera la parole. Vous pouvez poser votre question en live ou alors vous pouvez aussi l'écrire sur YouTube afin que nous lisions et qu'elle puisse répondre. Justement, non, je voulais juste ajouter que toutes les transactions immobilières, que ce soit acquisition, vente, se passent toujours chez le notaire, que ce soit mutation, que ce soit don. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'arnaque dans le domaine, quoi, parce que bon, c'est pas seulement une question d'Afrique ou alors du pays. Et dans les pays qui sont encore un peu en arrière, comme je pense au Portugal, aussi les choses ne se passent pas toujours, se passent encore un peu comme en Afrique, quoi. Donc, genre, tu achètes un bien immobilier, tu as la difficulté d'avoir ton titre foncier, ou alors après, tu te rends compte que ce n'était même pas ton bien ou que ça appartenait à quelqu'un d'autre. Bref, les choses comme ça existent aussi. Mais ici en Allemagne, bon, tout est réglementé si bien que c'est pas possible du tout, quoi. Alors, si vous avez des questions, levez la main, on vous donne la parole. Ah, il y a Honorine. Très bien, Honorine, tu peux démuter ton micro, s'il te plaît. On t'écoute. Bonsoir à toutes. Bonsoir Madel. Bonsoir. J'ai une question concernant le flip on flop. C'est comment ils appellent ça? Quand on achète et on renouvelle et puis on revend. Est-ce que c'est facile pour un débutant de le faire et de mettre ça en Airbnb ou alors acheter, renouveler et revendre avec le prix des matériaux qui sont très élevés? Que penses-tu de ce genre d'investissement? Bon, c'est une stratégie que je ne conseille pas de toutes les façons. C'est une stratégie que je ne conseille pas de toutes les façons pour un novice ou à quelqu'un qui veut se lancer. À moins que tu ne te fasses accompagner. Si tu te fais accompagner et que tu as un réseau qui est solide,
oui, tu peux le faire. C'est quelque chose que j'ai fait après une certaine expérience, mais jusque-là, c'était toujours assez difficile, compliqué, parce que quand tu rénoves un appartement, bon là, c'était un immeuble de rapport. Quand tu vas rénover, tu as besoin tu as besoin d'un maçon, tu as besoin d'un peintre, tu as besoin de quelqu'un qui va te faire le sol, tu as besoin d'un électricien, tu as besoin d'un plombier, tu as besoin de quelqu'un pour le chauffage. Donc, ça veut dire que ça fait déjà 6 personnes dont tu as besoin. Bon, maintenant, il faut prendre, j'ai fait les fenêtres aussi, parce que les fenêtres étaient encore ce qu'on appelle Einzelverglasung. Donc, tu as 7 interlocuteurs, 7 personnes à qui il faut que tu donnes le travail, 7 personnes que tu dois te rassurer qu'ils ont bien fait le travail. Bon, maintenant, si tu es dans un réseau où tu connais déjà les artisans, où on peut te présenter les artisans qui travaillent bien, que tu connais déjà comment ils travaillent, ça va vite. Bon, s'il faut que tu ailles sur Internet, taper, commencer à chercher qui peut arranger ça, qui peut faire ça, tu as rapidement dépassé les coûts, tu as rapidement dépassé les délais et finalement, tu peux éventuellement dépenser plus que ça n'avait été prévu, quoi. Et même ayant l'expérience que j'avais sur ce projet-là, c'est un projet qui a été réalisé en 2020, voilà. Et les projets la rénovation a été un crédit additionnel que j'avais pris à la banque, donc c'était prévu sur 60 000 euros. Et finalement, les dépenses se sont élevées à 85 000 euros. Donc, on était vraiment au-dessus de ce qui avait été prévu. Et même chose que les délais n'avaient pas forcément été respectés. Pourtant, j'ai eu un électricien et un plombier qui ont fait un travail impeccable. Fenêtre aussi, mais maintenant, côté peinture, parce que c'est ce qu'on appelle le putz qu'il fallait faire, je ne sais pas ce que ces gens-là faisaient là-bas. Donc, du coup, c'était toujours être sur place, surveiller, éventuellement te fâcher, gronder, tout le reste. Mais voilà, à la fin, ça aboutit, c'est totalement rentable, mais ça te coûte, on va dire, ça te coûte un peu les nerfs au début, quoi. Ce qui est important, c'est qu'il faut toujours calculer pas très juste. Il faut calculer avec un pouvoir. Donc, si par exemple, tu fais ton calcul et tu te dis, bon, tu as peut-être besoin de 60 000 pour rénover, mets-toi une marge. Dis-toi que ça peut, parce que comme tu as dit, les matériaux qui deviennent chers, mets-toi une marge, dis-toi que tu peux dépasser. Si tu as peut-être dit, OK, je veux commencer à louer en avril, dis-toi que ça peut aussi arriver, ou ce qui est que ce soit peut-être plutôt septembre, octobre. Parce que quand tu commandes, par exemple, les fenêtres en ligne, en général, tu as besoin de 6 à 8 semaines pour être livré. Donc, ça prend aussi le temps. Ce sont les informations qu'il faut avoir. Et maintenant, tu as parlé une deuxième question, si je peux me permettre, concernant les achats à l'extérieur. Nous sommes tous en Allemagne. Moi, je suis en Allemagne aussi, comme toi. Mais si je veux par contre acheter quelque chose au Luxembourg, au Liechtenstein ou même au Portugal, tu as parlé du Portugal, est-ce que le hors-vente, comment on appelle ça, disons, les risques sont élevés, ils sont plus grands que ceux de l'Allemagne, dans un achat en Allemagne? Bon, je ne sais pas dans les détails. Quand je parlais du truc du Portugal, c'était plus toujours un de mes mentors qui disait juste qu'au Portugal, il s'est fait arnaquer plusieurs fois sur l'achat du bien immobilier, quoi. Mais personnellement, je n'ai vraiment pas encore sollicité un bien immobilier dans la Hors de région, l'Allemagne. Ouais. hors de l'Allemagne. Ouais. Je crois que c'est tout. Merci. D'accord, super. Le chrono tourne, mesdames. Il y a Nana qui a levé la main. Vas-y, Nana, nous t'écoutons. Oui, bonsoir à tout le monde et à tous les participants. En fait, j'ai une question concernant les financements. Est-ce qu'à chaque achat, il faut sa participation personnelle ou alors la solvabilité suffit? Je veux dire, si on fait plusieurs achats, peut-être 5, 6, est-ce qu'à chaque fois, il faut l'apport personnel? Il faut forcément fonctionner avec la même banque ou bien on peut passer à une autre banque? Et est-ce que la solvabilité peut suffire pour les prochains achats? C'est-à-dire si on n'a pas de problème avec la chauffard et tout, si on fait la première, et puis est-ce que les autres, il faut également remplir les mêmes conditions? C'est un peu ce que je veux savoir. Les conditions à remplir sont les mêmes. Maintenant, la solvabilité va être très dynamique.
Parce que quand tu viens, par exemple, aujourd'hui, si je regarde ton dossier, je te dis, par exemple, que tu as une solvabilité de 500 000 euros, par exemple. Et supposons que tu achètes un bien immobilier de 200 000 euros ou 300 000 euros. Normalement, on peut dire que si tu as acheté 200 000 euros, tu as encore une solvabilité de 300 000 euros. Bon, plus tard, tu reviens, tu dis que tu vas acheter notre bien de 300 000 euros. Ce que la banque va regarder déjà, c'est juste de savoir est-ce que le bien de 200 000 euros, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que l'agent du locataire entre, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que l'acquisition marche bien, quoi? Bon, là, la banque sera d'accord pour te faire un autre prêt de 300 000 euros. Si entre-temps, ton salaire a augmenté, c'est un point positif. Si entre-temps, tu as eu un enfant, c'est un point négatif parce que ça te coûte de l'argent. Si entre-temps, si entre-temps, je ne sais pas moi, tu t'es marié à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça c'est encore un point positif. Donc, du coup, la solvabilité est dynamique et ça évolue. Bon, maintenant, si à l'instant où tu es venu jusqu'à après 2 ans, rien n'a vraiment changé, il n'y a que le premier bien immobilier que tu as acheté. Tout ce que la banque va regarder, c'est si le premier bien immobilier fonctionne. Si ça fonctionne, on continue à te faire le crédit. OK. Donc, ça veut dire que la solvabilité, c'est en fonction des charges qu'on a et tout. Et Exactement. comment est-ce que la banque la détermine? Est-ce qu'il y a un montant minimum qu'il faut avoir dans le compte après avoir déduit toute cette charge? Comment est-ce que la banque fait exactement? Si je dis, OK, je vais acheter un bien immobilier maintenant, qu'est-ce que je dois m'attendre? Je dois m'attendre à quoi en termes de solvabilité? C'est-à-dire, de mon côté, qu'est-ce que je dois préparer au préalable avant de pouvoir aller vers la banque pour pouvoir être sûr d'avoir gain de cause? Oui, comme je disais tout à l'heure, il faut un petit apport. Donc, il faut généralement un petit apport, ne serait-ce que pour payer les frais supplémentaires. Les frais supplémentaires, ça va dépendre des régions. Ça peut être, je crois, dans le Bayern, c'est un truc comme 5,5%, ça peut être 7%. Donc, ces frais supplémentaires-là, quand même, il faut les avoir dans le compte. Mais maintenant, ce que tu dois faire aussi, c'est d'avoir un salaire qui est à partir de 2 500 euros, je crois, c'est bon. Maintenant, après, quand la banque prend ton salaire, la banque regarde, tu payes un loyer de combien? Si tu payes un loyer de 1 000 euros, naturellement, ça va tuer ta solvabilité par rapport à quelqu'un qui paye un loyer de 500 euros. Donc, la banque va retirer ton loyer, la banque va retirer, c'est pour ça que la banque a besoin de tous ces documents-là, les 3 derniers bulletins de paye, ton loyer, tout ce que ton contrat de bail, tout ce que tu payes, quoi. Donc, et la banque a généralement un pauschal qu'elle suppose que tu as besoin pour vivre normalement. Ça va dépendre des banques. Il y a des banques qui disent que pour vivre normalement, tu as besoin de 500 euros par mois. Il y a d'autres banques qui disent que pour vivre normalement, tu as besoin de 800 euros par mois. Bon, toi, tu peux venir dire que non, j'ai besoin juste de 200 euros parce que je mange tous les jours le tapioca. Mais ça, ce n'est pas le problème de la banque. La banque, dans son système, dit qu'OK, un être humain normal de ton âge a besoin de 500 euros. Donc, elle va enlever 500 euros là-dedans. Donc, on a d'abord 2 500 euros au départ. On enlève ton loyer, on va dire 500 euros. On enlève ta nutrition, on va dire 500 euros. On enlève ton transport, on va dire 300 euros. Là, on a déjà enlevé 1 300 euros. Il nous reste 1 200 euros. Avec les 1 200 euros qui restent comme poufa, si tu as un crédit de consommation, par exemple, où tu payes encore 300 euros de traite, il va rester 900 euros. Bon, 900 euros, quand même, c'est déjà bon. Tu peux acheter un premier bien immobilier. Et comme je dis, pour le prochain bien immobilier, la banque va regarder qu'est-ce qui s'est passé des 900 euros là. Est-ce que le locataire t'a payé? Si le locataire ne t'a pas payé, la banque va se dire, bon, dans les 900 euros là, tu dois encore puiser l'argent pour payer, par exemple, pour cette maison-là. Et ça va donc affecter ta balance financière et diminuer ta crédibilité. Mais par contre, si le locataire t'a toujours payé et que le bien immobilier a même pris en valeur, tu vois, si le bien immobilier a pris en valeur, ça augmente ta crédibilité. Donc, si peut-être tu as acheté à 100 000 euros et aujourd'hui, on sait que la maison, là, on peut vendre ça et gagner 120 000 euros. C'est que les 20 000 euros qui sont au-dessus, là, même si c'est fictif, c'est en fait ton emploi, quoi. Donc, la banque sait déjà, OK, tu as un bien qui a une valeur de 120 000 sur le marché. Pourtant, la dette que tu as, c'est juste 100 000. Donc, ça veut dire qu'il y a un 20 000 au-dessus. Et tu peux même utiliser encore les 20 000 là déjà comme hypothèque. Bon, ça ne va pas se passer après 1 an, ça peut se passer après 3, 4, 5 ans, quoi. OK. D'accord. Et lorsque on a, dernière question, lorsqu'on a fait, par exemple, plusieurs achats, quelle impression on a? Est-ce qu'on a le sentiment qu'on est très endetté
Ou alors, est-ce qu'on a le sentiment qu'on gagne? Est-ce que, voilà, à la fin du mois, on a le sentiment qu'on gagne ou est-ce qu'on a le sentiment qu'on est très endetté, que, voilà, si tout se passe mal, on risque d'être très, très endetté? Non, en fait, il faut toujours te rassurer que si tu vends tous tes biens immobiliers, que tu puisses rembourser toutes tes dettes et d'avoir un montant important d'argent. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut toujours te rassurer que le montant de tes dettes est inférieur au montant de ton patrimoine, quoi. Tu vois un peu. Et donc, c'est ça. Parce que je crois qu'avoir un patrimoine de millionnaire en euros, c'est facile. Mais maintenant, être millionnaire en euros, c'est de dire, OK, je rembourse tout, je vends tous mes biens, je rembourse toutes mes dettes à la banque, mais j'ai quand même un patrimoine, tu vois. Et c'est dans ça la différence. Maintenant, il faut savoir vivre avec le crédit. Moi, personnellement, comme j'ai dit, ça ne m'a jamais vraiment gêné parce que je dis, les banques vivent avec le crédit, l'État vit avec le crédit. Tout le monde vit avec le crédit. Bon, pourquoi toi, tu ne veux pas vivre avec le crédit? Tant que c'est un bon crédit, ça va. Et tant que ce n'est pas forcément toi Justement, qui c'est ça. rembourses le crédit, ça va, quoi. Donc, il y a les bonnes dettes, il y a les mauvaises dettes. Un crédit de consommation, par contre, c'est un crédit que je n'ai jamais pris, au grand jamais. Donc, c'est quelque chose qui ne m'a jamais tenté. Par contre, le crédit pour la maison, je n'ai jamais eu de problème avec ça, quoi. Voilà. Donc, mesdames, vraiment, ce que je retiens aussi de très important de ce que Madèle nous a partagé, c'est qu'il faut faire attention aux dettes de consommation. Parce que si vous voulez vraiment avoir une bonne réputation devant les banques, il faudrait éviter de prendre des trucs, des dettes pour la conso. C'est pas bon, ça fait pas bonne impression pour votre dossier au niveau de la banque. Donc, si c'est le cas et qu'on n'est pas encore acquéreur, il est bien de solder, de nettoyer, de faire un nettoyage au plus tôt avant de se lancer. Donc, n'embrassons pas tout à la fois, essayons de mettre un peu de l'ordre, voilà, dans nos finances. Essayons autant que possible avant d'attraper cette main-là. C'est clair que quand Madèle parle, on a envie demain de commencer à taper Internet. Il y a quoi dans le NRV? Donc, tu sens comment ça brûle en toi, mais voilà, elle a aussi donné des clés très importantes. Nettoyons nos comptes, mettons de l'ordre, préparons-nous. N'allons pas passer pour des idiotes devant les banquiers. Donc, ne venons pas là comme ça. Tu sais que tu n'as pas un bon salaire, mais tu sais que tu as des engagements ou tu sais que voilà, tu es dans une situation un peu mal. Donc, ne commence pas à aller te pointer pour cumuler des négatifs ou des refus après, moralement, être brisé. Donc, il faut aussi aller avec sagesse. C'est un peu l'objectif aussi de ce partage de Madèle. Je te laisse compléter, Madèle, parce que ton temps est déjà en train de s'épuiser. Donc, tu as encore un mot de la fin ou une dernière question pour quelqu'un qui veut désespérément encore entendre un conseil. Mais sinon, je te laisse le mot de la fin. Oui, je voulais juste compléter en disant, en plus du crédit de consommation, il y a les crédits sur les grandes surfaces qu'on néglige souvent. Donc, je veux dire que ce soit un téléviseur, un frigo, un laptop. Parce que la banque se dit toujours que si tu as un salaire, normalement, tu devrais épargner pour acheter ce qui te plaît. Donc, du coup, la banque ne comprend pas souvent trop pourquoi tu vas prendre un crédit sur un 0% de financement sur une télé ou qui coûte vraiment 2 000 euros, 3 000 euros, ou sur un laptop ou sur un frigo, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, tout ça, c'est à éviter parce que ça joue négativement sur toi. Donc, sinon, le mot de la fin, c'est vraiment, j'encourage toutes les personnes qui sont prêtes à se lancer. Voilà, on va se lancer pour se lancer. On va regarder les paramètres, on va regarder, on va se dire, OK, est-ce que le bien immobilier, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est top, est-ce que ça correspond à ma stratégie? Et puis après, on se lance, quoi. C'est ça. Donne-moi, j'aurais une question parce qu'il y a une internaute sur YouTube qui a posé une question que j'ai oublié de te transmettre. Alors, elle posait la question de savoir quels sont les éléments à considérer dans la recherche et le choix d'un immobilier. Donc, je crois que tu as évoqué ça, mais en passant, année de construction, énergie, quelles sont tes recommandations? Oui, c'est assez vaste. Donc, justement, année de construction, énergie, les travaux qui sont imminents, les travaux qui ont été faits, la location, si c'est loué ou pas, si c'est pas loué, combien est-ce que tu peux avoir sur la région comme loyer. Donc, et l'emplacement, naturellement, c'est le critère le plus important.
Ouais, c'est ça, l'Energy Housewise, les travaux qui sont éminents, les travaux qui ont été faits. Ok. Bon, ça me fait poser une toute dernière question avant de te libérer. Alors, si quelqu'un a acheté un bien en Allemagne et qui était loué, d'accord, qui était loué et que, voilà, après l'acquisition, ça se passe peut-être mal avec le locataire et qu'ils veulent faire des travaux dans la maison, est-ce qu'il y a moyen de faire, je sais pas moi, de faire diminuer sur les fiscs, du moins sur les impôts, les travaux qui vont être entrepris, partant du fait qu'à la base, ce n'était pas prévu. Donc, lors de l'achat, on avait bien vu que c'était OK, il n'y avait pas besoin de travaux, mais que voilà, quelques mois plus tard, le locataire fait un peu de n'importe quoi et qu'il faut après faire des travaux. Est-ce qu'il est possible pour le propriétaire de faire, voilà, de faire reconnaître ces dépenses-là ou les faire... Ouais, tu peux toujours reconnaître toutes les dépenses que tu fais sur le bien immobilier au fisc en fin de l'année. C'est que ça ne doit juste pas dépasser 15% du prix du bien immobilier, c'est tout. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Madeleine. Tu vois que... Oui, c'était assez long finalement. Merci à vous. C'était assez intéressant, interactif. C'était vraiment très cool. Et puis, voilà, merci à tous ceux qui ont pris rendez-vous.